Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. La fin de l'année 2023 approche, donc il est temps de faire le bilan. Le bilan personnel fut plutôt positif pour moi, même si elle était très très riche. Donc un nouveau chien qui va arriver demain. Et puis un déménagement, voilà. Donc le bureau est complètement en vrac. Bientôt ce sera complètement le reste de l'appartement qui sera en vrac. Donc voilà, plein de nouvelles choses, déménagements prévus pour mi-janvier. Donc au final, je vais essayer d'honorer tout ce que j'avais prévu pour la chaîne, c'est-à-dire le numéro sur le Top Flop série que tu es en train de visualiser, celui sur le Top Flop film 2023 et également le numéro sur Vermine. Par contre, le numéro sur E.T., il va falloir que tu patientes un petit peu, ça sera plus fin janvier. Parce que du coup, étant donné que je déménage le 19, le temps que la connexion internet arrive, que je fasse le truc, que je tourne, que je monte, je pense que ça ne sera pas publié avant fin janvier. Mais en attendant, on se retrouve pour un Top Flop série 2023, donc ne zappe pas. Dans ce Top Flop, j'ai décidé de faire différemment. J'avais fait un Top Flop série et film 2022 l'année dernière, numéro que tu peux retrouver juste ici. Cette année, j'ai décidé d'avoir une approche un petit peu différente, dans le sens où il y a deux choses qui changent. Il va y avoir un sommaire dans la description, comme ça tu pourras aller directement sur les thématiques qui t'intéressent. Ça t'évitera de taper toute la vidéo si tu n'as pas envie. Après, si tu as envie de regarder toute la vidéo, par contre, ça me fera plaisir, tu peux. Mais si tu n'as pas beaucoup de temps, tu pourras comme ça sélectionner ce que tu veux. Donc il y aura un sommaire pour les films et pour les séries. J'ai également rajouté ce sommaire sur les films et séries sur les tops de l'année dernière. Comme ça, c'est aussi plus simple pour toi si tu veux aller voir ce que j'avais fait. Et puis aussi, là cette année, il y aura en tout 20 séries, donc récentes ou anciennes, donc des rattrapages, parce que moi je ne sors pas sur l'actualité, donc dedans il y aura tous les styles. Mais parfois les séries ça peut être compliqué de les classer parce qu'elles sont dans des registres différents, parce qu'elles ont des qualités et des défauts différents, et des fois il est difficile de dire qu'une est meilleure que l'autre. Donc j'ai essayé de classer ça en j'ai pas du tout aimé, en c'était moyen, en j'ai bien aimé et en j'ai adoré. Voilà, ça va être à peu près ça. Cette année, dans le best-of série de l'année 2023, tu ne retrouveras pas One Piece car je n'ai pas fini de visualiser la série, je n'ai pas accroché avec le premier épisode, peut-être à tort, mais en tout cas elle ne figurera pas dans ce classement. Alphonse, je n'ai pas encore commencé à la visionner, la série la série Amazon je crois, donc je ne l'ai pas encore vue. Escort Boys, je suis dessus, ça a l'air d'être plutôt sympa, mais je n'ai pas fini de visualiser la série, donc je n'en parlerai pas encore. Et après, dans les vieilles séries, j'ai quasiment fini Downton Abbey, où je suis à la saison 6, il doit me rester 5 épisodes en tout, mais j'ai pas eu le temps de boucler avant. Et The Wire, je suis à la saison 2, donc là c'est pareil, je pense que ce sera plus pour l'année prochaine. Donc commençons tout de suite avec le numéro 20 de la pire série que j'ai pu voir en 2023, et il s'agit bien entendu de Creepshow saison 3. Voilà, il s'agit d'une série anthologique avec un épisode, une histoire, des personnages, des acteurs différents. Les saisons 1 et 2 n'étaient pas forcément brillantes, mais j'aime le concept, j'aime bien les contes de la crypte, j'aime le concept comme ça, un épisode, une histoire, mais il est vrai qu'on n'est pas très bien servi. L'année dernière, j'avais parlé du cabinet des curiosités dans mon Top Flop série 2022, ça avait été la déception. American Horror Stories aussi, c'était la déception aussi. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de série anthologique qui cartonne, et Creepshow saison 3, voilà, c'est pas forcément bien joué, les histoires sont pas passionnantes, et puis le tout des fois fait un peu cheap, enfin c'est pas vraiment très passionnant à suivre, donc j'ai pas du tout aimé la saison 3 de Creepshow. Je continuerai parce qu'il y a la saison 4 qui est sortie, je sais pas si c'est une série qui va continuer longtemps, ça divertit, puis au pire sinon ça fait un fond sonore, voilà. Donc Creepshow, 20e place. En 19e place, nous allons retrouver Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, la série Netflix. Donc cette série, je l'avais mise dans mes favoris depuis longtemps. J'avais pas pris le temps de la regarder, mais c'est vrai que ça me hypait pas mal parce que j'avais l'impression de voir des retours plutôt positifs. Au final, j'ai pas du tout adhéré avec l'univers. Je trouve que c'est très très décalé. C'est un humour très particulier. L'histoire, du coup, j'ai du mal à rentrer dedans, à apprécier les personnages parce que ça paraît tellement gros, l'histoire du mariage par exemple, du comte qui veut épouser la jeune fille pour mettre la main sur sa fortune, enfin voilà, je trouve ça assez grossier et moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans et à trouver ça crédible et donc intéressant.
Donc voilà, je pense que je vais regarder le film avec Jim Carrey, que je n'ai jamais vu. Tu peux me dire déjà si le ton sera différent, mais j'espère vraiment que ce sera un ton différent et que j'apprécierai le film. Mais en tout cas, la série, je n'accroche pas du tout. Et j'ai décroché, je crois, au bout du 3e épisode. Voilà, ça m'a pas du tout accroché. Donc là, c'est un abandon de série et je ne reviendrai plus dessus, je pense. Donc 19e place, Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. En 18e place, là nous avons affaire à une nouveauté, donc c'est Citadel, la série Amazon, la série d'espionnage. Ça me plaisait beaucoup parce que dedans il y avait l'acteur de Game of Thrones, là dont je me souviens plus le prénom, honnêtement pas, je suis tellement fatigué que les prénoms là je les ai oubliés. Donc j'avais vraiment envie de le voir parce que je l'avais adoré dans la série Bodyguard. Et donc là en plus on est dans une série d'espionnage, j'aime bien ce registre. Et j'ai été assez déçu, je dois dire que c'est peut-être une des séries que j'ai vues en premier l'année dernière, enfin cette année, en début d'année, et je dois dire que je m'en souviens plus du tout, donc c'est pas bon signe. Et si je devais voir la saison 2, soit il me faudrait un sacré bon récap pour me remettre tous les événements dans la tête, ou soit il faudrait que je me retape toute la saison 1. Mais je pense que c'est une série que je vais arrêter de suivre, parce que j'ai trouvé l'histoire pas très intéressante à suivre, et j'ai pas spécialement accroché avec les personnages, avec ce qui leur est arrivé. Voilà, c'est pas une série qui m'a plu. Bon, je suis allé au bout, mais ça m'a pas plu. Donc en 17e position, nous allons retrouver une série que moi j'ai rattrapée cette année, qui s'appelle Carnival Row, avec le Chéri Katy Perry, Orlando Bloom, pardon, on va y arriver. Carnival Row, j'avais moyennement aimé la saison 1, je trouve que le rythme est plutôt lent. Moi j'attendais quelque chose d'assez magique et du coup je l'ai pas trop retrouvé. Et l'histoire après c'est pareil, je trouvais que ça traînait en longueur, c'était pas très captivant à suivre. Donc du coup j'ai continué de regarder la saison 2 et au final j'ai abandonné au cours de saison 2. J'ai arrêté parce que en fait il y a tellement de séries à regarder, tellement de choses, que je me dis si on s'inflige les séries trop longtemps, au bout d'un moment si on n'aime pas, on n'aime pas. Je m'étais tapé la saison 1, j'avais déjà fait presque la moitié de la saison 2, au bout d'un moment j'en ai marre, j'ai dit que j'arrêtais. Donc Carnival Row en fait, j'ai pas accroché au personnage, ni à l'intrigue. Je trouve que c'était une série qui avait du potentiel, mais j'ai trouvé que le tout était mou et ça donnait pas envie, c'était pas très intéressant à suivre et ça donnait pas envie d'avoir envie de regarder l'autre épisode, quoi, comme pour certaines séries dont je vais te parler plus tard. Donc là, Carnival Row, 17e position, et c'était aussi un abandon. On est toujours dans la catégorie des séries que j'ai détestées. Et dernière série que j'ai détestée, en 16e position, ce sera La Roue du Temps. Alors La Roue du Temps, c'est un peu particulier, donc c'est une série sortie cette année, enfin non l'année dernière, donc j'avais rattrapé la saison 1, j'avais plutôt bien aimé la saison 1, mais en fait là où ça a commencé à sacrément battre de l'aile, c'est justement dans le final de la saison 1 et la confrontation qui était quand même très décevante. Pourtant il y a un univers pareil qui est intéressant, mais je trouvais qu'on avait fait tout ce chemin. Moi j'étais arrivé en fin de saison, je me disais tout ça pour ça. Et au final de la saison 2, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai vu encore que ça traînait en longueur. Alors j'ai rien contre les histoires qui traînent en longueur, Game of Thrones c'est aussi un peu lent, mais je trouve qu'il y a quand même toujours quelque chose qui nous attachait, qui nous donnait envie de voir la suite. Je trouve que là La Roue du Temps c'était vraiment mou, et c'est comme pour Carnival Row en fait, et Citadel, voilà, je trouve qu'au niveau du scénario c'est mou, c'est chiant à suivre et du coup j'avais pas envie de m'en infliger plus. Donc c'est pareil, La Roue du Temps, je l'ai abandonné en cours de saison 2 et c'est une série que j'abandonne complètement, que je ne visionnerai plus. Et voilà, pour moi c'est une 16e place, c'est pas du fait des acteurs, les effets spéciaux étaient plutôt bien réussis, mais c'est pareil, j'attendais quelque chose aussi d'un peu plus mystique, d'un peu plus emporté, un peu plus dans l'aventure, enfin voilà, avec un rythme beaucoup plus soutenu, et j'ai pas trouvé ça dans cette série. Donc du coup, j'ai arrêté. Nous allons tomber dans les séries maintenant que j'ai trouvées moyennes, vraiment que j'ai trouvé passables on va dire. Donc en 15e position, nous allons retrouver une ancienne série, donc là c'est un rattrapage, la série V. Alors V, la toute première série, pas le remake qu'il y a eu après. Donc V, en fait, c'était bien parti. J'ai beaucoup aimé les petits téléfilms, parce qu'au début, il faut savoir que c'était des téléfilms d'environ 1h30. J'ai bien aimé cette partie-là. Et puis après, même s'il y avait un côté cheap, des fois, pas forcément bien joué, si les effets spéciaux avaient vieilli, on faisait l'impasse sur ça, parce qu'il y avait un sujet quand même qui était intéressant, qui faisait beaucoup écho à notre histoire et aux années 39-45. Donc je trouvais ça bien de regarder cette série-là. Je la trouvais plutôt passionnante. Mais alors après, je trouve que quand on arrive dans la série, il n'y a plus grand chose à raconter, il y a un côté assez redondant, des histoires d'amour qui sont pas très intéressantes, et du coup, je trouve qu'on s'éloigne
de la qualité qui faisait un petit peu le sel des téléfilms. Et c'est pas très bien joué, d'ailleurs en plus la série a une fin un petit peu en suspens, on sait pas trop comment ça va se terminer. Donc voilà, la série V c'est une série sur laquelle j'ai pas vraiment accroché, je m'étais acheté l'édition collector avec le vaisseau spatial et je l'ai revendu parce que c'est un truc que j'ai vu une fois, je voulais le voir une fois dans ma vie parce que quand j'étais petit je voyais des épisodes et tout ça, je me souvenais quand ils mangeaient les lézards, quand ils mangeaient les souris, etc. Et du coup aussi c'est pareil, leur peau avec leurs écailles vertes là quand tu les griffais, etc. Donc c'est vrai que ça m'avait marqué enfant, j'avais envie de revoir cette série dans l'intégralité parce que je l'avais pas fait. Et du coup bon, je l'ai fait, là je suis allé du bout en bout, mais par contre c'est vrai que la fin ça a été quand même assez compliqué parce que la série tournait en rond, on n'avait plus grand chose à dire. Donc 15e position pour la série V. En 14e position des séries passables, des trucs que je ne re-regarderai pas, on retrouve Alice in Borderland, une série Netflix. Je trouvais que le concept des jeux était pas mal, mais après je trouve que l'intrigue était trop tarabiscotée sur la fin. Et moi j'aime pas trop les trucs des fois, j'aime bien des fois réfléchir sur des films, mais il y a des fois où j'aime aussi mettre un peu mon cerveau en pause. Et du coup cette série j'avais du mal un petit peu à la suivre, alors peut-être parce que j'en regardais d'autres en amont, etc. Et qu'il aurait peut-être fallu que je me concentre que sur celle-là au moment où je l'ai visionnée. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher comme Squid Game par exemple, qui est une série que j'avais beaucoup aimée. Là, Alice in Borderland, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant à visualiser. Les jeux, c'est pareil, à la fin, je trouve qu'on commence à perdre dans la saison 2 les jeux, il y en a de moins en moins, enfin, c'est un peu tiré par les cheveux aussi, de la façon dans laquelle ils sortent des jeux. Donc bref, c'est pas une série sur laquelle j'ai particulièrement accroché, elle a des qualités, hein, visuellement elle est réussite, elle a de bons acteurs, l'histoire est quand même intéressante, mais je sais pas, moi ça m'a pas accroché, ça m'a fait tourner au cerveau et du coup j'ai décroché avec cette série. Donc Alice in Borderland en 14e position. En 13e position, des grosses déceptions, et donc ce sera la dernière, on va retrouver une série que j'attendais beaucoup. J'attendais la série Gen V avec impatience, la série Amazon, le spin-off de The Boys. The Boys saison 3 qui était dans mon top de l'année dernière. Là du coup Gen V je pensais qu'il le serait mais pas du tout, j'ai pas aimé. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, à être passionné par l'histoire, enfin il y a vraiment quelque chose qui m'a manqué dans cette série. Voilà, j'ai pas trouvé les adolescents hyper sympas à suivre, j'avais pas envie de... J'ai pas réussi à m'accrocher à lui. Même Homelander qui est un personnage absolument détestable, j'adore le suivre et quand il est là, il me fait frissonner. Là, j'ai trouvé que les épisodes étaient longs, j'en pouvais plus. Et là où je regardais The Boys, 2-3 épisodes, des fois je regardais pas les épisodes au fur et à mesure, je prenais tout ça et je le binge-watchais. Là, Gen V... alors, ça sortait le vendredi, des fois ça attendait une semaine après pour que je rattrape l'épisode parce que c'était vraiment pas quelque chose auquel j'ai accroché. J'ai trouvé ça très décevant et puis je suis pas pour le fait qu'ils veuillent rattacher Gen V à The Boys. Du coup j'ai l'impression que ça va vraiment obliger à suivre les deux séries et ça me fait vraiment chier parce que j'ai pas envie de m'infliger Gen V, je n'aime pas cette série. Donc bon, à suivre. Nous allons donc maintenant aborder les séries que j'ai bien aimé. Donc là c'était un petit peu compliqué de les classer. On va retrouver en 12e position quand même une déception, Sex Education saison 4 sur Netflix, donc c'est une saison qui est sortie cette année. Bon, c'est la fin de la série Sex Education, mais j'ai beaucoup moins adhéré que les 3 premières saisons, tout simplement parce qu'on arrive là les personnages arrivent au lycée je crois. Enfin bref, ils changent de structure. Et là, on arrive dans une structure où tout le monde est queer, enfin tout est ouvert, c'est absolument magique, alors que là d'où il venait, c'était pourtant dans la même ville, parce que je crois me souvenir, hein, quand même, je pense pas être fou, et du coup, c'était pas du tout dans cette ambiance-là. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui court-circuitent les intrigues des personnages qu'on aimait bien suivre, qui sont pas du coup forcément intéressantes, et donc les personnages qu'on aimait bien suivre n'avaient pas ce second plan, limite. Et je trouve que toute la première partie de saison, dans mon souvenir, c'était assez laborieux. Après, justement, à partir de la mort de la mère de Maeve, je trouve que le groupe commence à se ressouder. Et donc là, du coup, ça recommence à devenir intéressant parce que c'est focus plus sur les personnages qu'on suivait les 3 premières saisons. Mais c'est vrai que j'ai vraiment été déçu
du nouvel univers dans lequel ils évoluaient en fait. Je trouvais que c'était trop quoi. Et puis le personnage d'Eric que j'aimais bien suivre, je trouve qu'il en faisait des caisses dans son jeu et j'ai pas du tout apprécié. Donc c'est vrai que la saison 4 de Sex Education, elle est à la limite en fait de passer dans le passable parce que ce fut quand même une grosse déception. Après j'étais quand même triste de quitter Aimé, Maeve, Otis, etc. Mais voilà, je trouve que les intrigues étaient quand même étaient très parasités par tous les personnages qu'ils ont essayé de faire rentrer. Ils ont vraiment essayé de faire de la représentativité de population au niveau LGBTQ+, et du coup, je trouve que ça a parasité et ça a gâché quand même pas mal la saison finale. Donc voilà, pour moi, Sex Education, c'est une 12e position bien méritée. En 11e position, nous allons retrouver la série J'ai deux amours. C'est une série rattrapage, une série Arte, il me semble, en tout cas c'est là où je l'ai vu de mémoire, sur Disney+, je sais plus. C'est une série en 3 épisodes, donc c'était plutôt sympa à suivre. J'ai bien aimé cette histoire-là. Les personnages étaient plutôt attachants, les acteurs étaient convaincants. Le format est court, il y a 3 épisodes, donc les événements vont quand même assez vite. Et puis j'ai trouvé le sujet plutôt intéressant, un homme qui vit du coup avec un autre homme qui est sur le point d'adopter et qui du coup va retrouver un ancien amour mais une femme, et donc du coup qui va se créer une double vie. Et du coup j'ai trouvé tout cet aspect plutôt intéressant à suivre. C'est pas vraiment manichéen, il n'y a pas de c'est un méchant, une méchante. Je trouve que c'est plutôt bien écrit, ça permet de comprendre aussi les points de vue de chacun des protagonistes, et du coup au final on n'arrive pas à en détester un plus qu'un autre quand on a de la compassion pour tous et on aimerait que un équilibre soit trouvé. Je trouve que cette série arrive justement à trouver dans son script un équilibre important pour le spectateur et pour qu'il s'y intéresse, et sans trancher d'un côté ou d'un autre. Et je trouve que la série se tient vraiment sur les 3 épisodes, il n'y a pas grand chose à rajouter après. J'aurais peut-être aimé un épisode ou 2 en plus pour savoir après comment évoluer leur relation, donc par rapport aux choix qu'ils font à la fin de la saison. J'aurais bien aimé en voir un peu plus, mais en tout cas la série me convenait telle qu'elle était, mais par rapport au manque qu'il y a, je pense que 2 épisodes auraient été nécessaires. Par rapport à ce manque-là, en fait, je la classe que en 11e position. En 10e position, nous allons retrouver une série que j'ai beaucoup aimée aussi, qui est un rattrapage. Donc là, c'est une série Arte par contre. Ça s'appelle Real Humans. Donc c'est une série en fait où les humains vivent avec des robots. Voilà, des robots quand même très sophistiqués. À la base, ces robots-là sont des robots domestiques. Et puis en fait, ces robots vont vouloir petit à petit avoir leur indépendance. Donc j'ai trouvé vraiment le concept aussi intéressant. Après, pourquoi c'est pas plus haut? Parce que je trouve que le rythme est quand même assez lent. Des fois, il y a des thématiques qui auraient peut-être pu pousser un peu plus. Et aussi parce qu'il n'y a pas de fin à cette série. En fait, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir une saison 3 pour justement que les arcs soient bien conclus. Et parce que je pense que c'est une série qui avait encore beaucoup de choses à raconter par rapport aux thématiques qu'elle brassait. Et j'ai eu l'impression de rester un petit peu sur ma faim. Donc voilà, après les acteurs par contre, je jouais tous très bien. Je trouve que les acteurs qui jouent les robots sont vraiment hyper forts, parce qu'ils arrivent à avoir cette espèce de mécanique, cette posture vraiment non humaine, mais en même temps on arrive à s'attacher à eux, et je trouve que c'est quand même un défi de taille de jouer un robot en étant une personne humaine, et essayer de faire en sorte que le spectateur éprouve des sentiments pour ces robots. Je trouve que c'est un jeu qui est quand même compliqué, oui, à mettre en place, et ça pour moi c'était vraiment le point fort de la série, les acteurs qui jouaient dedans, les thèmes abordés aussi, même si certains auraient pu être développés davantage, et le rythme qui était lent, le rythme qui aurait pu aussi être un peu plus soutenu. Voilà. C'est sûr que Westworld, c'est une série, moi par exemple, qui je pense doit brasser des thématiques similaires, mais c'est pas une série que j'ai aimée parce que moi ça me faisait trop de nœuds au cerveau. C'est une série que j'arrivais pas du tout à suivre, j'ai pas du tout aimé Westworld. Real Humans, j'ai bien aimé parce que du coup c'était beaucoup plus simple à suivre au niveau intrigue, mais par contre ça manquait un petit peu de rythme, un petit peu de peps. En 9e position, nous allons parler d'une nouvelle série, une série Paramount. Il s'agit de la série Wolfpack. Donc Wolfpack avec le retour de Sarah Michelle Gellar, c'est une actrice que j'adore énormément. Donc Wolfpack, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne série, en tout cas une série avec du potentiel. Voilà, je trouve que les acteurs jouaient plutôt bien. Les effets spéciaux sont un peu dégueulasses par moments, on va pas se le cacher. Mais l'histoire était sympa, j'ai bien aimé suivre toute l'intrigue autour des personnages.
Sarah Michelle Gellar a un rôle un petit peu ambigu, donc j'espère qu'il y aura une saison 2 justement pour voir un petit peu, pour creuser davantage ce personnage. On n'est pas du tout sur une série de type Buffy, donc faut pas s'attendre à retrouver cette dimension-là, ce qui peut être un petit peu dommage, parce que c'est vrai que Buffy brassait beaucoup de thématiques. Là, je pense qu'on va quand même être sur quelque chose de fantastique / dramatique, mais je suis pas sûr qu'il y aura deux aspects. J'ai pas trouvé que la série empruntait des traits de comédie ou autre chose, ou des traits d'horreur. Ça reste quand même, je trouve, relativement soft. C'est une série pour ados. Je suis pas forcément très fan des séries pour ados. Moi, j'ai jamais vu Teen Wolf, par exemple. A priori, ça n'a pas grand chose à voir avec Teen Wolf. Moi, j'ai pas vu la série, mais j'ai vu des gens qui disaient que ça n'avait rien à voir. D'autres disent que, ah si, on peut faire des liens. Donc bon, j'ai pas vu Teen Wolf, donc je ne me prononcerai pas. Mais après, toi, tu peux me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Mais Wolfpack, ouais, je trouve que c'est une série qui a un bon potentiel et je serai partant pour la saison 2 pour voir où est-ce que la série va. J'espère qu'elle va gagner en maturité. Peut-être aussi qu'elle va acquérir un côté sombre, qu'elle va se positionner plus de ce côté-là et pourquoi pas jouer davantage sur l'horreur. Et puis qu'elle va continuer à développer un petit peu l'ambiguïté chez certains personnages. Donc voilà, je trouve pour l'instant que cette série est plutôt prometteuse. Elle ne mérite pas d'être plus haut dans le classement, parce que c'est pas non plus la série du siècle, mais en tout cas, ce fut un bon divertissement. Donc en 9ème position, Wolfpack. En 8ème position, nous allons retrouver une... je sais pas si c'est une nouvelle série ou si ça date de 2022, ça. Je crois que c'est un rattrapage du coup. Les Anneaux du Pouvoir, Amazon. Donc il s'agit d'une série basée bien sûr sur le Seigneur des Anneaux. Alors moi je suis pas, j'aime bien le Seigneur des Anneaux, mais je suis pas féru, je suis pas calé sur la mythologie du Seigneur des Anneaux. Donc les incohérences, je les vois pas forcément, il y en a a priori. Moi je les ai pas forcément vues parce que comme j'ai dit, le Seigneur des Anneaux, j'ai dû la voir 2 fois, donc c'est pas en 2 fois je pense que j'ai pu relever l'entièreté de la saga. Le Hobbit c'est pareil. Mais moi j'ai aimé les Anneaux du Pouvoir, j'ai trouvé que c'était intéressant à suivre, que les effets spéciaux étaient sympas, les personnages étaient plutôt bien développés, on s'attache à eux, on les suit dans leur quête. Voilà, moi, tout ce qui se passait au niveau des nains, j'ai trouvé ça plutôt intéressant aussi à suivre. Faudrait que je me la regarde, parce que c'est vrai qu'il se passe quand même pas mal de choses, mais en tout cas c'est une série que j'ai beaucoup appréciée et que je regarderai en saison 2 sur Prime Video avec grand plaisir. Voilà. Donc les Anneaux du Pouvoir, 8ème position, je trouve pas que ça mérite d'être plus bas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont bâché justement parce que ils sont très fans du Seigneur des Anneaux et je peux le comprendre. Hein. Moi le premier, si on faisait une série ou un film sur une série que j'adore et qu'on respectait pas, je montrais au créneau aussi. Mais du coup, moi qui suis spectateur, on va dire lambda de cette saga, pour moi elle fait le job et elle a répondu à toutes mes attentes. Donc 8ème place pour les Anneaux du Pouvoir. En 7ème position, et oui, surprise, je vais t'étonner, nous allons retrouver un rattrapage House of Dragons, saison 1 du coup. J'ai plutôt bien aimé. Alors c'est vrai que je fais partie de l'équipe qui est contre les spin-offs Game of Thrones, parce que étant donné la fin de Game of Thrones dont j'ai déjà parlé juste ici, je ne trouve pas judicieux de faire des spin-offs étant donné que la fin a complètement été gâchée et que je trouve que cette saison 8 de Game of Thrones a tout dévasté sur son passage et dévasté toute la mythologie de la série. Moi, je n'étais pas du tout partant pour un House of Dragons. J'ai trouvé la série plutôt réussie. Alors par contre, attention, on ne s'emballe pas, je ne trouve toujours pas un grand intérêt de suivre l'histoire de la famille Targaryen, puisqu'on sait comment ça se termine, voilà. Mais après, quand même, je me laisse prendre au jeu, j'ai trouvé ça plutôt sympa à suivre. Je trouve les acteurs assez convaincants, l'histoire plutôt simple à suivre. Après, moi, ce qui me déboussole pas mal, c'est que en seulement 8 épisodes, on change plusieurs fois d'acteur, parce qu'on a... la jeune Targaryen, ensuite on la retrouve un peu plus vieille, et puis ensuite on la retrouve, je crois, femme. Je me demande s'il n'y a pas 3 acteurs qui jouent le même personnage. Donc ça fait beaucoup, il faut se réhabituer au personnage, on fait des sauts dans le temps. Je trouve que ces ellipses, en fait, ça gâche un peu le plaisir. On aimerait voir les personnages grandir un peu plus, voir un petit peu plus ce qui se passe dans leur parcours, et du coup on saute pas mal de passages, mais après, voilà, j'ai trouvé la série intéressante à suivre, j'ai bien aimé le cliffhanger de fin, et je serai présent pour la saison 2, mais voilà, c'est pas, j'espère que, j'ai cru comprendre que c'était pas une série qui allait durer dans la longueur comme Game of Thrones, et c'est pas plus mal, parce que je ne pense pas qu'il y aura non plus 50 000 trucs à raconter sur cette série. Voilà. Donc 7ème position, House of Dragons. En 6ème place, nous allons toujours rester dans les séries que j'ai bien aimées, avec House of Dragons, Les Anneaux...
du pouvoir et Wolfpack et Real Humans, nous allons atterrir sur American Horror Story saison 11, donc c'était New York City je crois le nom de la saison. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, en tout cas c'est une des meilleures saisons de American Horror Story depuis longtemps. La 10 je l'avais plutôt bien appréciée, elle était dans mon classement de série l'année dernière. Même si elle était moins bonne en deuxième partie parce qu'elle était coupée en 2 histoires. Là j'ai trouvé cette saison 11 plutôt intéressante, le casting était bien, c'était cool de revoir l'acteur de Looking, Sylar aussi, enfin bref, il y a vraiment des acteurs que j'étais content de retrouver. L'ambiance était plutôt bien retranscrite. Après je m'attendais à quelque chose peut-être d'un petit peu plus hot au niveau de la communauté gay. Et par contre, pour moi, si elle n'est pas plus haute, c'est parce que, comme d'habitude avec Ryan Murphy dont j'ai déjà parlé juste ici, comme d'habitude, en fait, le problème c'est qu'il part dans des sous-intrigues qui sont pas intéressantes. Et l'intrigue du tueur en série, ses motivations, pour moi, c'était bidon et ça n'apportait rien de particulier à l'histoire. Et voilà, je pense qu'en fait, ça aurait été juste bien de rester sur la communauté gay, l'arrivée du sida, et cette espèce d'homme en latex qui se balade et qui semble tuer des gens. Je trouve que c'était largement suffisant et qu'il n'y avait pas besoin de rajouter un tueur en série dans l'histoire. Voilà, donc c'est pour ça que moi, American Horror Story, j'ai bien aimé la saison 11, j'ai bien aimé la photographie, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le casting. C'était quand même une série assez émotionnelle, notamment sur certaines scènes à la fin, on retrouve des personnages en fin de vie, donc c'était assez touchant. Mais par contre, voilà, c'était un des travers de Ryan Murphy. Je crois qu'on n'aura jamais une saison complètement parfaite d'American Horror Story, à part la 2 et la 1, le reste, voilà, ça reste quand même assez moyen. Donc American Horror Story, quand même, reste une bonne surprise, je te la conseille, et c'est une 6e place pour elle. En 5e position, nous allons retrouver une série que j'ai beaucoup aimée aussi, qui est The Pacific. Donc voilà, j'avais déjà regardé l'année dernière Band of Brothers. Donc là, j'ai regardé The Pacific. J'aime bien aussi parce qu'en plus, elle se concentre sur un aspect de la Seconde Guerre mondiale qu'on connaît pas, sur un aspect que les gens connaissent pas, ou moins, en tout cas moi pour ma part, parce que c'est vrai que dans les cours d'histoire, on nous présente plus les grandes lignes, voilà, ce qui s'est passé avec l'Allemagne, etc. Mais tout ce qui est côté Japon, c'est pas quelque chose sur lequel on s'attarde en cours, donc là ça permet de voir un petit peu tout ce qui a pu se passer au niveau pacifique, toutes les batailles qui ont dû être menées, tout ce qu'ont vécu ces soldats, etc. Donc voilà, la restitution est toujours incroyable. Bon, on a toujours Spielberg derrière, donc c'est normal. Le casting est parfait aussi, j'ai rien de particulier à dire, quoi. C'est une série historique vraiment très très bonne de bout en bout, et je te conseille fortement de regarder The Pacific. En 4e position, et là on atteint vraiment mon top 4 des séries que j'ai adorées, donc là on rentre dans le vif du sujet, les 4 meilleures séries pour moi de l'année. 4e position, Peacemaker, une série Prime Video. J'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper drôle. Alors j'ai eu du mal au début, je pense qu'il faut se laisser 2 épisodes parce que le personnage est un petit peu chelou. On a du mal à s'attacher à lui, aux autres personnages, on y va un petit peu à tâtons, on sait pas trop où on va aller, parce que c'est... On a l'impression qu'il y a plusieurs registres qui s'en mêlent et faut s'adapter en fait. Parce que moi j'attendais quelque chose de sérieux à la The Boys et en fait au début c'est quand même très comique. Voilà, c'est un personnage où il y a beaucoup de... Enfin c'est une série où il y a quand même beaucoup d'humour, etc. Donc, mais on essaie quand même aussi de donner au personnage une certaine profondeur. Donc du coup d'insuffler un petit côté dramatique, etc. Mais c'est vrai qu'au début c'est un petit peu déstabilisant. Moi il m'a fallu 2-3 épisodes pour vraiment m'attacher au personnage, pour me prendre au jeu et à l'histoire, et j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper fun à suivre. Bon, c'est pas la série prise de tête, mais j'ai bien aimé le personnage de Peacemaker. J'adore Eglooney qui m'a fait triper quand il lâche le casque au mauvais endroit. Enfin, voilà, franchement, c'est très très drôle, c'est bien foutu, l'histoire est basique, c'est pas sans rappeler un peu Mars Attacks, je trouve. Et voilà, moi j'ai passé un excellent moment devant cette série. Ça se regarde sans déplaisir, on rigole, on frissonne, il y a un peu de gore aussi comme dans The Boys. Enfin, il y a plein de différents ingrédients. On est plus, je trouve, dans l'aspect The Suicide Squad. Parce que dans l'aspect The Suicide Squad, voilà, il y avait quand même un côté comique très assumé avec James Gunn qui était à la barre. Et bien là, dans Peacemaker, on retrouve les ingrédients de The Suicide Squad. Donc si tu as aimé The Suicide Squad, tu vas aimer. Je parle pas de Suicide Squad, hein. Je parle pas du premier Suicide Squad qui est une horreur. Je parle de The Suicide Squad avec la belette là.
Voilà. Donc Peacemaker, très très bonne série, 4e position, amplement méritée. En 3e position, sur la marche du podium, on retrouve Only Murder in the Building saison 3, donc c'est une série sortie cette année. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très bon. Je trouve que ma crainte c'était que le concept se tarisse un peu, parce que bon, un meurtre à chaque saison, un truc à élucider, on dit quand même, c'est comme Desperate Housewives, quoi, ça concentre toutes les mauvaises énergies en un seul lieu. Donc bon, c'est vrai que je pense qu'Only Murder in the Building va pas non plus pouvoir durer une éternité à cause de ça, mais en tout cas je trouve que la saison 3 est dynamique, est très bien jouée. Meryl Streep apporte une vraie bouffée d'air à la série, elle est très drôle, très touchante, elle chante toujours divinement bien, enfin ça reste toujours une très grande actrice. Voilà, je trouve que le trio est creusé, peut-être que ça manquerait, peut-être qu'il faudrait peaufiner encore un petit peu ce trio, leur relation, leur passif, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se trame autour du personnage de Mabel. Moi je le redis, j'avais fait un sondage sur ma chaîne auquel certaines personnes ont répondu, ça avait l'air d'être assez partagé, mais je sais pas trop si Mabel elle est très nette quand même. Donc bon, à creuser. J'ai hâte de voir la saison 4, j'espère que c'est une série qui va se clôturer quand même assez rapidement, parce que je pense pas qu'il y aura 50 000 trucs à raconter, mais peut-être une saison 4 finale, 5 grand maximum, ce serait bien. Mais j'ai trouvé que c'était une série très très réussie, qui tient en haleine, qui nous met sur des fausses pistes, on cherche qui est le meurtrier, et je trouve que d'ailleurs c'était peut-être la meilleure saison des 3. Donc voilà, tu me diras ce que t'en penses. Mais en tout cas, Only Murder in the Building saison 3, à voir absolument. En 2e position, donc là c'est un rattrapage, il s'agit de la saison 5 de La Servante écarlate. Je n'ai pas encore vu la saison 6, je crois qu'elle est sortie mais je ne l'ai pas visualisée, et je crois que ce sera aussi la saison finale. Mais en tout cas pour revenir sur la saison 5, c'est ce qui fait toujours La Servante écarlate, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de baisse de qualité, hormis dans la saison 2 où il y avait eu un petit ventre mou comme j'avais déjà dit précédemment. Je trouve que toutes les autres saisons, enfin toutes les saisons sont bonnes, et celle-ci ne déroge pas à la règle. Il y a vraiment des thématiques abordées qui sont très très intéressantes à suivre. J'ai hâte de voir comment ça va être développé par la suite. J'aime bien aussi le rapport entre June et mince, comment elle s'appelle? Ah, sa tortionnaire, là. J'arrive pas à me souvenir de son nom là. Ce rapport-là qui s'inverse, et en même temps cette compassion, ce lien qui est en train de se créer. Je trouve que c'est une série qui est très bien écrite au niveau des personnages, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme dedans non plus. C'est une série vraiment où tous les personnages ont leur pardon, même June Osborne, par rapport à tous les traumatismes qu'elle a vécu. En fait, on sent qu'elle n'est pas revenue de Gilead complètement elle-même, hein. Elle a pris cher quand même au passage, et donc je trouve que c'est une série qui a été vraiment, la saison 5 a vraiment été intéressante de bout en bout. C'est palpitant, il se passe plein de choses, et la fin de la saison 5, je ne spoilerai pas, donne réellement envie de voir ce qui va se passer en saison 6. J'espère, là, après, ma crainte sera que la série n'ait pas le temps de se finir correctement. Je ne sais pas, parce qu'il me semble vraiment que la saison 6 c'est la dernière, sauf si je me dis une bêtise, et je ne sais pas si en une saison ils auront le temps de tout clore. Moi personnellement je pense que 2 saisons supplémentaires ça aurait pas été du luxe, mais bon, on verra. Apparemment il y a des spin-offs aussi qui devraient arriver, donc peut-être que ça permettra de compléter la mythologie. Je t'avoue que là je me suis pas trop remis dans l'actualité des séries, donc je pourrais pas trop te dire ce qu'il en est, mais j'ai cru voir qu'il y avait un spin-off qui allait arriver de La Servante écarlate. Et après je sais plus si c'est saison 6 ou 7 où ça va être la fin. J'espère que je me trompe et que c'est 7, comme ça laissera un peu plus de temps, parce que je trouve que la série là pour le coup, contrairement à Murder in the Building, je trouve que la série a toujours des nouvelles choses à raconter, et que justement elle arrive à faire avancer ses personnages sans que ce soit non plus un côté, sans que ça donne un côté redondant et une impression de déjà vu en fait. Donc du coup j'aimerais bien que La Servante écarlate continue quand même un petit peu. Donc voilà, saison 5 à voir, c'est une merveille. Et en première position de mon top série de l'année, c'est une série Disney+, une série sortie cette année, qui s'intitule Chip 'n Dale. J'ai adoré, je ne connaissais pas du tout l'histoire Chip 'n Dale. Moi je suis très friand des histoires inspirées de faits réels, encore plus quand c'est des one-shots, c'est-à-dire quand c'est une saison. Comme tu as pu le voir dans mon classement de l'année dernière, il y a des feuds. J'aime énormément les American Crime Story de Ryan Murphy avec Versace, O.J. Simpson et puis l'affaire Monica Lewinsky.
Donc là, du coup, on a Chip and Dale, c'est pas Ryan Murphy, mais c'est une série anthologique qui raconte en fait comment sont nés les Chip and Dale, comment est née cette licence, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant à suivre. J'ai appris plein de choses, c'est vraiment captivant, les acteurs sont très très bons, l'histoire est très bien rythmée, il se passe toujours quelque chose, on s'ennuie pas, c'est condensé, c'est accessible, on suit vraiment de manière très très simple toute l'histoire, tout ce qui a pu se produire autour du nom de Chip and Dale, parce que Chip and Dale en fait c'est une marque, voilà. Maintenant on a tendance à banaliser ça en disant bon bah il y a des Chip and Dale, mais en fait Chip and Dale c'est vraiment le nom d'une marque à la base, ce que je ne savais pas, et c'est vraiment une très très bonne série inspirée de faits réels, et j'aimerais vraiment retrouver des séries de ce type là plus souvent, parce que des fois les one shot en une saison, ben, ça permet de développer ce qu'on a développé, on cherche pas forcément de suite, et ça permet d'atteindre aussi un niveau d'excellence rapidement sans avoir de déception derrière. Donc je trouve que Chip and Dale là-dessus coche vraiment toutes les cases, c'est une excellente série. Et après parallèlement à ça aussi j'ai regardé des très bons documentaires Netflix, donc là on est hors classement parce que les documentaires je ne classe pas dedans. J'ai regardé le documentaire sur John Wayne Gacy, j'ai regardé le documentaire sur Dahmer, et j'ai regardé le documentaire sur Ted Bundy et le documentaire sur Robbie Williams, et je trouve que les documentaires Netflix et le documentaire Fourniret aussi, je trouve que les documentaires Netflix sont vraiment de très très bonne qualité, ils sont bien fournis, on apprend plein de choses, c'est vraiment très intéressant, hein. Enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre toutes ces tracks de tueurs en série, parce que c'est vrai que dans tout ce que je t'ai donné il y en a 4, et après il y en a un sur Robin Williams, mais même le documentaire sur Robin Williams, j'ai trouvé ça intéressant à regarder, de voir tout le parcours qu'il avait fait, et surtout que lui nous livre son regard sur son passé, sur toutes ces heures de vidéos qui ont pu être enregistrées. Je trouve que ça a conféré une vision assez triste. On se rend compte quand même que Robbie Williams a une vie un petit peu difficile, malgré tout le succès qu'il a pu rencontrer, que la vie et la critique a été quand même très rude avec lui, et je trouvais que c'était un documentaire très bien à regarder. Après pour moi le seul bémol que je mettrais sur le documentaire de Robbie Williams, c'est que j'aurais bien aimé qu'on ait un peu plus sur l'aspect de sa carrière, la construction, l'impact de sa musique, ses rencontres avec Nicole Kidman, avec Kylie Minogue. J'aurais bien aimé avoir le contexte, savoir comment ça s'était passé, etc. Ça m'a manqué un peu. J'aurais aimé avoir cet aspect-là un peu plus prononcé. Mais après, j'ai bien aimé aussi que ça soit centré sur l'homme et qu'on sache ce qu'avait pu ressentir Robbie Williams. Donc c'était un très bon documentaire. Et les 4 documentaires sur les tueurs en série dont je vous ai parlé, Fourniret, John Wayne Gacy, Dahmer et Ted Bundy, je te les conseille également fortement. C'est top quoi. Voilà, donc le top flop série 2023 touche à sa fin. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce top. Bien entendu, je présume que toi tu auras un top différent. Moi je trouve que le concept de mélanger des séries sorties cette année et des rattrapages, je trouve ça plutôt intéressant. Ça permet aussi de parler de choses aussi plus anciennes comme la série V que j'avais pas vue. Là j'ai pu t'en parler, te dire ce que j'en avais pensé de manière brève. Donc voilà, j'aime bien mélanger cet aspect-là, je pense que je continuerai. Dans le top flop film 2023, il y aura en tout 60 films, donc des films que j'ai vus cette année, des films vraiment de 2023, plus des rattrapages, et ce sera sur le même concept que ça. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager ma vidéo si tu aimes. Tu peux également m'écrire en commentaire pour me dire ton top, ce que tu as pensé, si tu n'es pas d'accord avec moi sur certaines séries. Et puis je te dis à très bientôt pour un prochain numéro. Bye!